with President Trump getting his wish to prolong the pain and uncertainty of the government shutdown for millions of desperate Americans. Last night, the United States Supreme Court temporarily granted the Trump administration's request to withhold SNAP food aid, pausing a federal judge's previous ruling ordering the administration to fund the aid immediately. Justice Ketanji Brown Jackson, the emergency justice on duty, granted the pause to give an appeals court more time to rule on the case, which Justice Jackson said is expected, quote, with dispatch. La scène se répète depuis si longtemps qu'elle est devenue symbolique. Les regards qui auparavant se détournaient révèlent aujourd'hui un malaise, une indignation et une sorte de lassitude morale. Ce qui a été passé sous silence pendant des années résonne désormais dans les couloirs du Congrès. La façade de l'unité s'est effondrée. Et au centre de cet effondrement politique se trouve le nom habituel, Donald Trump. Pour la première fois depuis longtemps, les personnalités qui s'inclinaient en signe d'obéissance montrent désormais des signes de rupture, non par intégrité, mais par pur instinct de préservation. La loyauté est devenue un fardeau, le silence est devenu une honte. Et ce qui émerge devant les caméras n'est que la surface d'un accumul de ressentiments, de menaces voilées et d'années de saleté institutionnelle qui débordent désormais sans retenue. Le déclencheur de cette implosion n'a pas été une affaire morale, ni une preuve irréfutable de corruption, ni une tentative explicite de fraude électorale. Il s'agissait d'une demande, sans vergogne, de 230 millions de dollars au ministère de la Justice, comme si les coffres de la plus grande démocratie du monde étaient au service d'un seul homme, comme si les impôts de millions de travailleurs servaient à financer les problèmes judiciaires de celui qui se présente comme un leader injustement traité. Et le plus révoltant, c'est que cette demande indécente survient au milieu de l'une des plus grandes urgences sociales de la décennie, des files d'attente devant les banques alimentaires, des hôpitaux sans fourniture, des infirmières licenciées, des enfants dont les traitements sont suspendus, des programmes essentiels démantelés. Tout cela au milieu d'une paralysie généralisée du gouvernement fédéral, causée par une impasse législative alimentée par des vanités politiques et des luttes de pouvoir. C'est dans ce contexte chaotique que Trump décide, sans aucun signe de gêne, d'exiger près d'1/4 milliard de dollars à titre de compensation pour avoir été poursuivi en justice. C'est comme si un accusé coupable exigeait une récompense pour avoir été traduit en justice. Pire encore, dans ce cas, la facture ne serait pas payée par lui, elle serait payée par nous, par le peuple, et pourtant il veut être traité comme une victime, comme un martyr, comme s'il était le seul citoyen injustement accusé dans un pays qui punit des milliers de personnes sans leur donner accès à une défense. Ce que fait Trump, c'est essayer de transformer le système judiciaire en un bouclier personnel, alimenté par des dons obscurs, des fonds partisans et des connexions qui opèrent loin des projecteurs. Et l'indignation ne fait que croître lorsque nous voyons que le président de la Chambre, Mike Johnson, a choisi de se taire. Il a dit qu'il n'avait pas lu, qu'il n'avait pas vu, qu'il devait consulter Trump, comme si son mandat ne lui permettait pas de se forger une opinion, comme si le poste de dirigeant au Congrès avait été réduit à un simple micro-répétiteur du chef. Un chef qui a déjà déclaré haut et fort qu'il occupait simultanément les fonctions de président et de président de la Chambre. Cette dépendance est devenue une plaisanterie. Mais ce qui se cache derrière cette servilité institutionnelle est plus grave. Une structure de pouvoir qui a complètement déformé le rôle du Parti républicain, transformant son sommet en un satellite de la Maison-Blanche. Chaque nouveau geste de servilité entame encore davantage la crédibilité du Congrès. Et si vous avez le sentiment que plus personne ne gouverne réellement pour le peuple, vous n'êtes pas seul. À chaque nouvelle aberration publique, le sentiment que les intérêts populaires ont été abandonnés se renforce. La certitude que le pays est à la dérive, livré à un duel d'ego, de comptes milliardaires et de promesses d'immunité pour quelques-uns. Si vous partagez ce sentiment et que vous souhaitez vous joindre à ceux qui disent la vérité sans crainte,
inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne. Vous y trouverez des analyses qui ne sont pas diffusées dans les grands médias, des informations fournies par ceux qui suivent les coulisses et une communauté qui refuse d'être trompée. Ce n'est pas seulement une chaîne de plus. C'est un espace de conscience, de voix active et de lutte contre l'apathie politique. Rejoignez-nous. Car l'histoire que vous allez entendre maintenant est précisément celle que beaucoup ont tenté de cacher. La tentative de Trump de détourner des fonds publics n'est pas un fait isolé. Elle s'inscrit dans une série, une logique de domination, de chantage et de cynisme où quiconque s'oppose devient une cible. Mais aujourd'hui, quelque chose a commencé à se fissurer. Certaines personnalités au sein même de la base conservatrice ont commencé à bouger. Non par principe, mais parce qu'elles ont compris que le projet s'effondrait. La base idéologique s'est effondrée. Le soutien inconditionnel s'est transformé en dispute. Les plus extrémistes font pression pour des mesures radicales. Les modérés ont peur de perdre leur place. Ceux qui ont été élus dans des régions plus équilibrées sont confrontés à des électeurs qui n'acceptent plus ce cirque. Imaginez le dilemme d'un membre du Congrès de l'intérieur du pays qui tente d'expliquer pourquoi il a voté contre l'accès au programme d'aide alimentaire alors que son leader politique exige des centaines de millions pour payer ses propres avocats. C'est politiquement intenable. Même dans les régions les plus traditionnalistes, le coût de ce soutien inconditionnel est devenu un fardeau. Dans les coulisses, c'est la panique. Des personnalités telles que Marjorie Taylor Greene, jusqu'alors symbole du Trumpisme pur et dur, commence déjà à flirter avec la distanciation. Non par regret, mais par survie. D'autres personnalités, au profil plus modéré, négocient déjà des pactes avec l'opposition pour tenter d'empêcher l'effondrement complet. Ce qui était de la peur est devenu du calcul. Ce qui était de la discipline est devenu du bruit. Ce qui était de la loyauté est devenu de la honte. Et le mépris auparavant dissimulé s'exprime désormais ouvertement. Vidéos, enregistrements audio, interviews, tout commence à fuiter. Et dans cette atmosphère d'effondrement, la crise républicaine s'aggrave. Mike Johnson, qui était censé mener la reprise institutionnelle de la Chambre, a laissé le pouvoir législatif sombrer dans 5 semaines de paralysie. 5 semaines d'absence, de silence et d'omission au milieu de la plus grande crise du gouvernement fédéral depuis des années. Jamais auparavant, un shutdown n'avait été traité avec autant de mépris. À d'autres époques, le Congrès aurait siégé sans interruption, tentant de trouver des accords, minimisant les dégâts. Cette fois-ci, il a choisi de disparaître. La Chambre des représentants est devenue une scène vide, soumise à un commandement autoritaire et guidée par un leader plus préoccupé par ses propres intérêts que par le bien commun. Alors que des millions de personnes perdent leurs avantages sociaux, Trump agit pour protéger ses intérêts financiers. La priorité n'est pas le peuple, c'est le maintien des privilèges des hauts dirigeants. Et ceux qui osent rompre ce pacte de silence commencent à être isolés. Mais tout empire construit sur la peur s'effondre lorsque sa base se fissure. Et aujourd'hui, les fissures sont visibles. Le plus grand détaillant du pays, Walmart, s'est prononcé contre les coupes dans les programmes alimentaires, non par bonté, mais par instinct de survie économique. Si les gens ne reçoivent rien, ils n'achètent rien. Et s'ils ne consomment pas, il n'y a pas de profit. Les entrepreneurs qui injectaient auparavant des fortunes dans les campagnes républicaines reconsidèrent leur soutien. Les grands investisseurs exigent désormais des explications. Personne ne veut voir son nom associé à un projet qui détruit le fondement économique même de la nation. L'étau se resserre. L'exposition de Trump n'est que le reflet d'une machine du pouvoir qui s'est effondrée. Un système soutenu par le silence, la vanité et la peur qui sombrent désormais dans ses propres contradictions. Et ce qui vient après est encore plus explosif. Les prochaines révélations vont mettre au grand jour les trahisons internes, les manœuvres occultes et les articulations que le sommet de l'élite politique a maintenues dans l'ombre pendant des années. Et vous verrez tout cela ici. La chute du commandement républicain ne se produit pas de manière abrupte.
Elle se construit petit à petit, à travers les regards échangés en coulisses, les pactes tacites et les obéissances qui se répètent sans contestation. Chaque décision prise va à l'encontre de l'éthique. Chaque phrase est rédigée uniquement pour plaire aux hauts dirigeants. Tout cela ronge l'intégrité de toute structure partisane. Et dans le cas du Parti républicain, cette décomposition est évidente. Non seulement en raison des querelles internes qui le fragmentent, mais aussi à cause de l'expression même des parlementaires qui ne parviennent plus à dissimuler leur malaise. Là où il y avait auparavant de la fermeté, il y a aujourd'hui des doutes. Là où il y avait de la loyauté, il n'y a plus aujourd'hui que du calcul. Là où il y avait du partenariat, il ne reste plus que de la crainte. Ce n'est plus la crainte de perdre face à des adversaires politiques, mais la peur de sombrer avec un ancien président qui ne dirige plus, mais impose seulement. La demande de Donald Trump, qui réclame 230 millions de dollars au ministère de la Justice, ne peut être considérée comme un problème de communication ou une stratégie technique. Il s'agit en réalité d'un acte d'intimidation, un geste délibéré pour mesurer le niveau de soumission de ceux qui font encore semblant de le suivre. Mais cette fois-ci, la situation a échappé à tout contrôle. En réclamant des fonds au Trésor pour couvrir ses frais juridiques, Trump a placé ses alliés devant un dilemme. Soit il s'engage publiquement dans cet affront au bon sens et perd définitivement le contact avec l'électorat, soit il s'éloigne de lui et affronte sa colère. Et beaucoup, pour la première fois, ont choisi de s'éloigner. Ils ont préféré le silence embarrassé. Ils répètent qu'ils n'ont pas encore examiné la demande, qu'ils ont besoin de plus d'informations. Des mots qui, en pratique, disent l'évidence. La honte a frappé à la porte, la confiance a disparu. L'ère de la loyauté inconditionnelle touche à sa fin. Dans ce vide de conviction, le parti s'effrite. D'un côté, les partisans les plus extrêmes continuent de réciter les paroles de Trump comme si elles étaient sacrées. De l'autre, les représentants les plus prudents tentent de trouver un équilibre politique, craignant de perdre leur poste dans des régions où la famine est déjà une réalité. Et au centre de cette bataille se trouvent les citoyens ordinaires. Ils assistent à tout cela, ils en subissent les conséquences, en payant la note. Et c'est là qu'une question inévitable se pose. Avez-vous aussi l'impression d'avoir perdu confiance dans la direction que prend le pays ? Que, même si vous travaillez dur, faites des efforts, accomplissez vos devoirs, tout semble être manipulé par ceux qui jouent avec votre dignité. Si ce sentiment fait partie de votre quotidien, commentez ci-dessous. Votre opinion compte. Écrivez ceci. Je ne supporte plus de voir l'injustice traitée comme quelque chose de normal. Votre commentaire peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Transformons cet espace en un lieu de dialogue réel, un point de rencontre entre ceux qui croient encore que le changement est possible. Car de l'autre côté, le jeu de la manipulation se poursuit à un rythme effréné. Le Congrès continue de ne pas fonctionner. Et Trump, même s'il n'est plus à la Maison-Blanche, continue de diriger les coulisses de la politique nationale comme s'il était toujours en fonction. Mike Johnson, qui devrait être la figure de proue de la Chambre des représentants, agit comme s'il était un conseiller de l'ancien président. Il ne propose pas de solution, il ne mène pas de négociation. Il attend simplement l'autorisation de Trump. Et chaque semaine sans avancée au niveau législatif est une semaine où des millions de vies restent abandonnées. La paralysie n'est plus seulement politique. Elle est devenue un effondrement des valeurs. Et les effets de cette stagnation se répandent comme un poison dans les veines du pays. Des programmes vitaux, comme celui qui assure l'alimentation de base de millions de personnes, sont en train d'être démantelés. Et le plus révoltant est de voir ces décisions utilisées comme moyen de chantage, comme monnaie d'échange dans un jeu cruel de marchandage. Des familles entières sont traitées comme des instruments de pression. Des enfants sont mis en danger au nom d'une fausse idée d'économie. Mais quel genre de prospérité est-ce là, qui se nourrit de la misère ? Quel est ce modèle qui garantit des exonérations aux milliardaires tout en retirant le pain de la table des travailleurs ?
La réponse est claire. C'est un système construit pour protéger une élite. Et lorsque Donald Trump demande 230 millions de dollars pour faire face à ses propres poursuites judiciaires, cela dépasse les limites de l'acceptable. Ce n'est pas seulement un affront éthique. C'est une atteinte directe aux principes les plus fondamentaux de la justice. Alors qu'il exige une compensation pour avoir fait l'objet d'une enquête, les citoyens ordinaires sont confrontés à des coupes dans les services de santé, les soins aux enfants et les traitements de santé mentale. Les licenciements de professionnels de la santé se poursuivent. Les crèches publiques ferment leurs portes. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé que maintenir le chaos servait mieux ses intérêts que de chercher des solutions. Et dans ce sombre scénario, même certains noms autrefois inébranlables ont commencé à bouger. Josh Hawley, connu pour sa rhétorique radicale, envisage de présenter une proposition visant à rétablir le financement des programmes alimentaires. Cette attitude semble noble, mais elle est motivée par des calculs politiques. La pression de la base est réelle. Et lorsque la pénurie frappe à la porte, même les plus idéologiques sont contraints de reculer. Cependant, même si cette proposition est adoptée au Sénat, il est peu probable qu'elle soit acceptée à la Chambre des représentants. Tout dépend de l'approbation informelle de Donald Trump. Et s'il ne donne pas son feu vert, Mike Johnson restera inerte. Tel est le degré de centralisation qui domine le pouvoir législatif. Une dépendance qui étouffe toute tentative de progrès. Une structure qui bloque, qui sabote, qui détruit de l'intérieur. Pendant ce temps, les démocrates tentent de limiter les dégâts. Ils proposent des mesures. Ils présentent des alternatives. Ils luttent pour préserver un minimum de fonctionnalité institutionnelle. Mais ils se heurtent à un engrenage conçu exclusivement pour les gêner. Un engrenage dont la logique est d'empêcher, de retarder, de saper. Une stratégie d'usure qui, peu à peu, commence à se retourner contre ses propres créateurs. Les entrepreneurs commencent à s'interroger. Les églises, au profil plus équilibré, manifestent déjà leur mécontentement. Et l'électorat conservateur, celui qui ressent directement les conséquences de cette crise, commence à se demander s'il vaut la peine de continuer à défendre un projet qui semble avoir perdu tout sens. La figure de Trump, qui était autrefois un symbole de force, commence à s'effriter. L'exposition publique, qui renforçait auparavant son image, révèle désormais sa faiblesse. La faiblesse de celui qui a perdu son emprise, de celui qui n'arrive plus à maintenir ses alliés dans le droit chemin, de celui qui est devenu prisonnier de sa propre ombre. C'est pourquoi ce moment est si décisif. Parce qu'il révèle à quel point une structure apparemment solide peut s'effondrer de l'intérieur. Parce qu'il montre que, derrière l'apparence de cohésion, il existe de profondes fissures. Et dans ce cas, ces fissures sont retransmises en direct, disséquées sur les réseaux sociaux, amplifiées à chaque déclaration douteuse. Les anciens défenseurs de Trump ne se sont pas contentés de battre en retraite. Ils utilisent cet effondrement comme une occasion de redessiner leur propre chemin. Ils réévaluent leurs alliances. Ils ouvrent de nouvelles portes, même si cela implique d'enterrer les erreurs qu'ils ont contribué à commettre. Le cycle touche à sa fin, et peut-être qu'une nouvelle phase commence. Mais cette nouvelle étape ne sera différente que s'il y a une participation populaire, si l'indignation se transforme en action, si le découragement cède la place à la mobilisation. C'est pourquoi vous devez nous suivre. Le prochain épisode révélera ce qui se trame réellement dans les coulisses du pouvoir, et vous devez connaître chaque détail. La vérité est que cette humiliation publique n'était que le début. Ce qui va suivre est encore plus profond. Il s'agit d'une transformation radicale de l'axe du pouvoir à Washington, et vous allez tout suivre ici. La force qui se cachait autrefois derrière des discours enflammés laisse désormais place à une fragilité impossible à dissimuler. Donald Trump, qui a incarné pendant tant d'années la figure d'un commandant invincible, quelqu'un qui semblait dominer le jeu politique d'une phrase, d'un geste, d'un poste, apparaît aujourd'hui hésitant, répétitif, attaché à des versions qui ne convainquent même plus ses propres partisans. La tentative de présenter sa chute comme une persécution injuste a perdu son impact émotionnel.
Au lieu de susciter l'empathie, elles génèrent de l'irritation. Au lieu de mobiliser, elles provoquent de la lassitude. Et surtout, elles mettent en évidence l'épuisement. Les signes d'usure sont explicites au sein des rangs républicains. Les parlementaires qui se disputaient auparavant l'espace pour démontrer leur loyauté mesurent désormais chaque mot. Certains députés ne se cachent plus leur frustration. Des sénateurs s'organisent loin des projecteurs pour débattre d'autres voies possibles. Des personnalités qui ont incarné pendant des années la dévotion à l'ancien président rivalisent désormais discrètement pour voir qui sera le premier à se dissocier sans être taxé de traître. Et Trump sent son isolement grandir. C'est pourquoi il crie plus fort. Il attaque avec plus de férocité. Il en appelle à des exigences de plus en plus surréalistes. Car c'est le comportement habituel des dirigeants qui sentent le contrôle leur échapper. Ils misent sur le chaos en dernier recours. Ils intensifient leur rhétorique. Ils utilisent la peur comme bouclier ultime. Mais la peur finit aussi par lasser. Et ce à quoi nous assistons depuis quelques semaines, c'est précisément l'effondrement de cet outil. Le silence de Mike Johnson, la fuite des parlementaires expérimentés, les discours vagues face aux questions les plus évidentes, tout converge vers le même point. Le mur protecteur qui isolait Trump des conséquences s'est effondré, non pas à cause de forces extérieures, mais de l'intérieur. Et c'est cette érosion interne qui se propage comme une fissure dans le verre. Elle commence subtilement, mais finit par devenir irrémédiable. La gêne se manifeste désormais dans les comités locaux, les bastions électoraux, les dîners avec les entrepreneurs, les églises conservatrices. Ces mêmes institutions qui ont toujours soutenu le financement des campagnes tentent désormais de se détacher de l'image d'un projet en pleine détérioration. La honte est devenue un moteur d'éloignement. La rupture est devenue une stratégie politique. Et les moments d'embarras public, autrefois inimaginables, sont devenus une routine hebdomadaire. Trump, qui était autrefois le symbole d'une autorité incontestable, est aujourd'hui la risée même des cercles conservateurs. Non pas à cause de ses positions idéologiques, mais à cause de ses choix personnels, de la façon dont il manipule les faits, de son obsession d'être au centre, même si cela implique de marcher sur ses propres alliés. Les répercussions de cette attitude sont clairement visibles dans les chiffres. Des enquêtes internes montrent un déclin significatif dans des domaines qui représentaient auparavant des victoires assurées. Des segments de l'électorat qui l'ont soutenu avec enthousiasme lors des dernières élections expriment désormais leur déception. Les entrepreneurs qui investissaient auparavant des millions dans ces campagnes exigent désormais un retour immédiat, un impact réel, un équilibre budgétaire. La perte de confiance est progressive et dans un système aussi dépendant de la loyauté, cette lente érosion est encore plus dangereuse qu'une rupture explosive, parce qu'elle ronge en silence, parce qu'elle transforme le soutien aveugle en malaise. Et le malaise, avec le temps, se transforme en dissidence. La tentative de Trump de prélever 230 millions de dollars sur les caisses publiques pour couvrir ses frais juridiques, même si elle n'a pas abouti concrètement, a joué un rôle symbolique dévastateur. Elle a mis en évidence le fossé qui sépare sa vision de la réalité de la souffrance réelle des Américains. Et ce fossé est en train d'engloutir, un par un, ceux qui le défendent encore par inertie. Aucun d'entre eux ne veut porter cet héritage solitaire. Aucun d'entre eux ne veut être associé à un échec annoncé. Tous, sans exception, sentent que le moment de la séparation approche. Et Washington en est le reflet dans chaque couloir. La possibilité d'une rupture irréversible au sein du Parti républicain n'a jamais été aussi concrète. Les discussions sur la réorganisation, les nouveaux dirigeants, la restructuration du parti ne sont plus des rumeurs. Elles sont devenues des réunions programmées, des agendas cachés, des articulations en coulisses. Car même les plus fidèles ont compris, on ne peut pas gagner une élection en répétant les mêmes erreurs avec le même leadership épuisé. Et dans ce scénario, chaque attitude compte. Une erreur peut coûter un mandat. La crise actuelle ne concerne pas seulement les règles du jeu. Elle concerne l'identité, elle concerne la survie.
Le Parti républicain doit décider qui il veut être à l'avenir. Il doit choisir s'il continuera à servir un seul nom ou s'il représentera à nouveau une idée de nation. Il doit décider s'il accepte d'être l'instrument de vendetta personnelle ou s'il reconquiert son rôle dans le système démocratique. Ces décisions sont prises en coulisses, dans des salles privées, loin des caméras. Mais bientôt, tout cela sera dans les publicités électorales, sur les tribunes, dans les urnes. Et ce sera au peuple de juger. La question est-il encore temps de sauver cette image? Ou les dégâts ont-ils déjà dépassé le point de non-retour? Et surtout, ceux qui dirigent cette machine sont-ils vraiment prêts à faire marche arrière au nom du bien commun? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est sûre. La série d'humiliations publiques infligées à Trump a marqué un tournant. Après avoir vu ses anciens alliés hésiter à le défendre, après avoir réalisé que son influence n'était plus ce qu'elle était, il est passé en mode survie totale. Dans ce mode, il n'y a pas de limite. Aucune loyauté n'est garantie. Aucune règle n'est respectée. Tout devient une arme. Et cela fait de la période à venir un champ de mines. Car les dirigeants affaiblis, lorsqu'ils sont acculés, deviennent imprévisibles. Et Trump est acculé. Les enquêtes se poursuivent. Les procès s'accumulent. Les défaites devant les tribunaux s'accumulent. Et ce qui était auparavant la résistance de l'opposition vient désormais de l'intérieur même de sa base. C'est une fracture qui ne cicatrise pas, une honte qui ne s'efface pas, parce qu'elle a été télévisée, parce qu'elle a été collective, parce qu'elle est née du cercle de confiance lui-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, en suivant chaque détail de ce récit, vous connaissez le poids que tout cela représente. Il ne s'agit pas seulement d'un faux pas de la part d'un dirigeant, c'est le démantèlement d'un modèle de pouvoir basé sur l'intimidation, les mensonges stratégiques et le chantage émotionnel. C'est l'occasion d'entamer un nouveau chapitre. Plus honnête, plus lucide, plus en phase avec la réalité des gens. Mais rien de tout cela ne viendra par inertie. Cela dépendra de vous, de nous, de notre vigilance active, de notre volonté de rechercher des informations, de remettre en question les récits officiels, d'exiger une réelle responsabilité. C'est pourquoi ce canal existe, pour être l'espace où la vérité est prioritaire, où les faits parlent plus fort que les intérêts, où l'indignation n'est pas un problème, mais le signe qu'il existe encore une conscience. Si vous pensez aussi que le pays doit sortir de ce théâtre de l'absurde, restez avec nous. Partagez ce contenu, donnez votre avis et activez les notifications, parce que le changement commence quand on choisit de ne plus accepter le silence. Et la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est la seule base solide sur laquelle un avenir juste peut être construit.